Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Vous le savez, Storia Voce est une radio associative, elle ne peut vivre que grâce aux dons et au mécénat. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. J'ai décidé de consacrer cette émission, ce numéro de Nos mémoires, à un sujet un peu spécifique, donc une émission un peu spéciale sur une institution qui a suscité, qui suscite d'ailleurs toujours bien des fantasmes. Il s'agit des archives secrètes du Vatican. Et d'ailleurs, les archives du Vatican sont-elles secrètes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Marie Levent. Marie Levent, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheuse à l'université, à Sorbonne Université, pardon, et vous êtes enseignante à la Cato. J'allais dire que les archives n'ont plus de secret pour vous. Vous avez fait le tour du monde, vous êtes polyglotte. Vous êtes allé à Vienne, à Berlin, à Londres, à Rome, au Vatican, à Washington aussi. Et vous connaissez très 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 bien les archives du Vatican. Pourquoi ce terme de secret, Marie? Alors le terme de secret peut prêter à confusion, puisqu'en fait, il faut se référer au premier sens de secret, c'est-à-dire le sens de privé ou de réservé. En fait, le terme de secret dans les archives secrètes vaticanes font référence aux personnes immédiatement au service du pape, à ses bureaux, à son gouvernement, par analogie. Donc, c'est tout ce qui touche l'activité du pape. C'est en gros une sorte de secret professionnel, parce que là aussi, on dit que de manière générale, l'Église a des secrets. Il y a le secret du conclave, il y a le secret de la confession. Là, il s'agit ni plus ni moins que d'un secret professionnel. Oui, ou des affaires de l'État, du Vatican par exemple. On a conservé ce sens-là aujourd'hui dans d'autres archives. Les archives de l'ancien État de Prusse ont conservé le nom de Geheimes Archiv. Et Geheimes en allemand signifie également secret. Donc au sens toujours de privé, réservé, autour l'activité la plus proche du Vatican. Donc je pense qu'on s'éloigne toutefois un petit peu de la notion de secret, de secret du conclave par exemple, ou de confidentiel par exemple. On s'éloigne quand même de ce sens-là en réalité. Donc à vous entendre, il faut distinguer les archives secrètes du Vatican de la Bibliothèque Vaticane? Oui, ce sont deux institutions différentes. Donc les archives, c'est une documentation d'ordre administratif, politique, tout ce qui concerne l'activité du Vatican, le gouvernement de l'Église universelle. Nous allons y revenir dans le détail. Et tandis que la librairie apostolique vaticane, conserve les manuscrits ou les tapuscrits qui touchent à l'Église, à l'histoire religieuse, ou tout simplement à la vie littéraire par-delà la chrétienté depuis le IVe siècle, si mes souvenirs sont bons. Les plus anciens documents conservés doivent remonter au IVe siècle. Les fameux codex. Quand est-ce qu'ont été créées ces archives? Alors, on peut retrouver les origines dans des tentatives qui sont faites déjà au début du Moyen-Âge, mais l'institution en tant que telle, elle apparaît vraiment sous le pontificat de Paul V, donc au début du XVIIe siècle, où on décide véritablement de fixer et d'organiser la documentation produite au fil des siècles par le Vatican. Donc au début du XVIIe siècle. Début du XVIIe siècle, mais pourtant la culture de l'écrit, elle est présente depuis bien longtemps, depuis plusieurs siècles. Effectivement, il y a eu à plusieurs reprises, les documents ont été conservés en un premier endroit, un deuxième endroit. Cette documentation, par exemple, a suivi la papauté à Avignon à un moment. Et puis, la notion de structure archivistique en tant que telle, avec un personnel qui s'occupe justement de la conservation et de la mise en ordre de ces fonds, elle apparaît vraiment au XVIIe siècle. Mais la documentation conservée, elle remonte au VIIIe siècle.
siècle, par exemple. Aux archives, les documents que l'on conserve, les plus anciens, datent du 8e siècle. Donc il y a un vrai souci de conservation qui précède l'institution officielle des archives vaticanes en tant que telle. Qui dit préservation dit organisation pour retrouver les documents idoines? Oui, effectivement, là on touche à deux aspects principaux de l'activité des archives secrètes vaticanes. Préserver, vous avez également des laboratoires d'ailleurs au sein du Vatican qui s'occupent de sauver d'ailleurs des fonds des archives qui ont pu être partiellement détruites pour essayer de les remettre en forme, de les remettre les morceaux dans l'ordre, de trouver des techniques pour justement les conserver le plus longtemps possible. Donc c'est un travail très scientifique qui touche également à la chimie et puis aux températures de conservation. Et puis un autre aspect du travail, c'est le travail de catalogage qui est très ancien. Un des plus anciens préfets des archives vaticanes, Monseigneur Garampi, était justement celui qui a mis en place tout un système de catalogage au XVIIIe siècle que l'on utilise encore. Donc il y a un sens de la conservation et du catalogage qui est très ancien et qui a pu être repris d'ailleurs dans d'autres fonds d'archives. Mmh. Puis il y a un troisième versant qui est celui de la consultation, rendre accessible aux chercheurs et qui lui est plus récent. Qui gère les archives aujourd'hui? Alors vous avez deux niveaux, on va dire. Vous avez un premier niveau tout en haut qui est celui du cardinal. Vous avez un cardinal qui est archiviste et bibliothécaire, qui a une direction, on va dire assez lâche en réalité, sur les archives secrètes vaticanes d'une part et sur la bibliothèque apostolique vaticane d'autre part. Mais la direction effective, elle est confiée à un préfet. Actuellement, Monseigneur Pagano, qui est donc préfet des archives secrètes vaticanes. C'est celui qui a succédé à Monseigneur Bruguès? Non, Monseigneur Bruguès était le cardinal archiviste et bibliothécaire, quand bien même il n'avait pas le titre cardinal. Oui. Qui était un Français. Un Français qui lui avait une direction, on va dire, au-dessus, donc moins en lien direct avec la gestion quotidienne des archives. Celle-ci, elle est vraiment l'œuvre du préfet qui met en place, qui organise le travail et puis essaie de structurer justement tous ces fonds qui continuent à arriver quotidiennement, évidemment, au Vatican. C'est un travail qui continue de se faire jour après jour. Alors justement, ces fonds, quelles en sont leur nature ? Alors, ce sont des fonds très variés. Si mes souvenirs sont bons, on compte à peu près 85 kilomètres de fonds d'archives qui sont conservés dans les sous-sols des archives vaticanes. Alors, pour le dire peut-être simplement, il faut d'abord considérer que ces archives secrètes vaticanes vont conserver les fonds donc de l'administration vaticane à travers le monde, l'administration du Vatican, et puis l'administration donc du Saint-Siège, et puis l'administration de l'Église de par le monde. Donc on va retrouver par exemple les fonds des nonciatures ou des délégations apostoliques. Donc les nonciatures, ce sont les ambassades. Voilà, les ambassades ou les consuls par exemple, si on prend en compte c'est encore un peu différent les délégats apostoliques. Donc effectivement, c'est ce personnel diplomatique, donc ce personnel religieux en poste dans différents pays va régulièrement envoyer de la documentation à Rome, que ce soit des réponses à des courriers qui leur sont envoyés directement de Rome, ou bien de la documentation de la presse par exemple qu'ils accumulent et puis qu'ils envoient régulièrement à Rome. Mais on va retrouver aussi des archives qui sont les archives directement centrales, donc des différents ministères, on parle de dicastères en l'occurrence, de Rome. Par exemple, la congrégation des religieux, par exemple. Eh bien, tout le matériel de cette congrégation est conservé au sein des archives secrètes vaticanes. La difficulté, elle est qu'un certain nombre de dicastères ont leur propre fonds d'archives et leur propre centre d'archives, dont la gouvernance est plus ou moins en lien avec la préfecture des archives vaticanes. Par exemple, les églises orientales ont un dicastère en propre, la congrégation pour les églises orientales. Eh bien, cette congrégation a constitué un centre d'archives proprement dit. Il en va de même, par exemple, pour la congrégation de la propagande de la foi, par exemple, ou bien l'ex-Saint-Office, la congrégation pour la doctrine de la foi. Là, ce sont des dicastères qui ont leur propre centre d'archives, même si tous travaillent relativement ensemble, il n'empêche qu'ils peuvent avoir des règles qui diffèrent et surtout les lieux de consultation ne sont pas exactement les mêmes. Les règles qui diffèrent, vous voulez dire les règles d'accès, c'est-à-dire exactement comme en France on accède
accède aux archives de la police après, je sais plus, 90 ans. Là, c'est la même chose selon le type de dicaster, de ministère ou bien tout simplement les archives de la papauté elles-mêmes, les archives privées d'un pape. On y accède selon des rythmes différents? Alors non, en revanche, il y a une unité qui est celle de la règle générale d'accès au fonds, c'est-à-dire que les archives sont ouvertes par pontificat depuis pratiquement le tout début. L'ouverture en fait des archives aux chercheurs, ou en tout cas l'ouverture à la consultation, elle date de 1881. C'est le pape Léon XIII qui, dans un effort pour rapprocher l'Église du monde de la culture, a ouvert les archives à la consultation. Dans un premier temps, il a ouvert les archives jusqu'à la date de 1815. Donc toutes les archives qui précédaient 1815 étaient accessibles. Et puis par la suite, les papes ont pris l'habitude d'ouvrir à la consultation les archives par pontificat. Et donc l'un des derniers en date, c'était 1985. Jean-Paul II a ouvert l'accès au pontificat de Pie X et de Benoît XV, c'est-à-dire jusqu'en 1922. Et puis c'est en 2003 que les archives ont été ouvertes pour l'entre-deux-guerres, pour le pontificat de Pie XI, donc qui est pape de 1922 à 1939. Et donc cette règle, elle vaut pour tous les centres d'archives, pour tous les archives de la papauté, tous les centres d'archives qui dépendent du Saint-Siège. Avant d'être ouvertes, ces archives doivent être classées, doivent être traitées? Effectivement, c'est un travail qui semble être de très longue haleine, de ce qu'on nous dit, si bien que si ces ouvertures sont parfois attendues et tardent, cela peut être pour des raisons de politique, de stratégie sur lesquelles on va pas se prononcer ici, mais il faut aussi comprendre qu'il y a un énorme travail de catalogage. On ne peut pas rendre accessible des archives sans avoir un index que les chercheurs vont consulter pour savoir quel carton parmi les peut-être 5000 cartons d'un pontificat on va consulter. Et donc les archivistes continuent encore d'ailleurs à classer les archives du pontificat de Pie XI, de l'entre-deux-guerres, bien qu'officiellement cela a été ouvert aux chercheurs. Il y a encore quelques nonciatures, par exemple, qui ne sont pas encore complètement ouvertes à la consultation parce que l'index doit être terminé. Et parallèlement à ça, les archives arrivent quotidiennement, ou en tout cas régulièrement aux archives, de par les nonciatures un peu partout dans le monde. Elles continuent à arriver. Il faut faire un premier classement rapide lorsqu'elles arrivent avant de se lancer dans un catalogage plus complet, la mise en place d'index pour que les chercheurs puissent ensuite y accéder. Peut-être un petit mot sur les archives de Pie XII, parce que c'est l'actualité, même si nous allons nous retrouver, Marie, avec Frédéric Lomoal pour une émission sur Pacelli avant Pie XII. Ces archives vont être disponibles, ça veut dire à vous écouter qu'il y aura une partie de ces archives qui seront disponibles quand d'autres sont encore en cours de classement? Alors, il est assez difficile de se prononcer parce que il a été annoncé au 21 février, si je ne me trompe pas, une conférence de presse, justement, à Rome, de tous les centres d'archives qui dépendent justement de la papauté, pour expliquer comment concrètement cet accès va se réaliser, quels seront les fonds exactement qui seront rendus disponibles. Donc on en saura plus vraiment à partir de ce moment-là. Il semble en tout cas des informations qui ont été délivrées, notamment par le préfet des archives, Monseigneur Pagano, que c'est l'ensemble du pontificat qui sera ouvert. Mais ça n'empêche pas que ponctuellement, telle nonciature, par exemple, je vous donne au hasard la nonciature du Liban, par exemple, ne sera peut-être pas ouverte là en 2003, en 2020, puisque c'est au mois de mars 2020 que ces archives seront rendues accessibles. Peut-être qu'il faudra patienter quelques mois de plus. Il y a toujours, par exemple, une nonciature de Tokyo, par exemple, elle peut mettre un peu plus de temps. On va probablement ouvrir en priorité l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis, qui sont cruciales qui posent des questions cruciales. Et progressivement, on ouvre en fonction aussi des compétences linguistiques, techniques des archivistes. Mais il semble, en tout cas, les archivistes, ils travaillent depuis bien longtemps déjà, et plusieurs archives ont déjà été cataloguées, indexées depuis déjà quelques années, on le sait. Donc, les archives sont prêtes, on peut en tout cas en être relativement sûr, pour l'ouverture. Monseigneur Brugas disait, donc qu'il était en charge, disait qu'on ne trouverait pas de choses extraordinaires dans les archives Pie XII. Dans l'histoire, quand on consulte les archives de cette façon, est-ce qu'on révolutionne une vision ou bien on est plus dans la nuance? Je pense vraiment qu'on est davantage dans la nuance. Je ne crois pas qu'il y a de révolution véritable. On peut ponctuellement, sur tel ou tel dossier,
trouver quelque chose qui va renverser l'histoire pour ceux qui s'intéressent vraiment à une histoire particulière. Par exemple, on pensait que tel ou tel document avait été produit par tel ou tel pape, et puis finalement on se rend compte qu'il ne fait que publier le travail de son prédécesseur. Un des éléments qui revient souvent. Ce qu'on arrive plutôt avec ces archives, on va pas par exemple, on y reviendra évidemment lorsqu'on parlera de Pie XII, mais on ne va pas mettre un terme au débat par exemple que pose le pontificat de Pie XII avec ces archives. D'une part parce que des archives ont déjà été publiées, on connaît les fameux actes et documents du Saint-Siège, qui sont déjà une publication considérable. D'autre part, on sait que beaucoup d'archives ont été détruites. Je pense notamment aux archives de l'Annonciature d'Allemagne, qui ont été détruites à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les bombardements de 44. Donc il y a très peu de choses qui vont arriver, qui vont parvenir, que l'on va découvrir, puisque peu d'archives sont parvenues à l'époque en Allemagne. Donc il y aura bien sûr des choses, mais on sait qu'on en aura beaucoup moins. Il y avait également une procédure qui s'appliquait lorsqu'il y avait un danger véritablement sur la confidentialité des archives. Il arrivait qu'elles soient détruites sur place. Et on sait que des menaces d'invasion du Vatican ont plané pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, et il est probable qu'une partie des fonds aussi a été de manière délibérée détruite aussi à cette époque-là. Donc, d'une manière, en particulier en tout cas pour ce pontificat, il ne faut pas forcément attendre, peut-être encore plus précisément pour la Seconde Guerre mondiale, de grandes révélations. D'une manière générale, les archives vont plutôt permettre d'affiner la connaissance, essayer de comprendre quel est le contexte d'une décision, pourquoi telle ou telle encyclique, pourquoi telle ou telle décision du magistère. Parfois, elles sont demeurées un peu difficiles à comprendre pour des contemporains, et on se rend compte, je pense au pontificat de Pie XI, à ses prises de parole contre l'antisémitisme par exemple, on se rend compte qu'elles sont le résultat d'un long processus de prise de conscience, d'études, d'analyse, d'évaluation des risques, d'essayer de toucher au plus près à la situation pour être sûr de bien l'avoir comprise avant de publier tel ou tel document. Alors je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais votre thèse de doctorat qui vient d'être publiée aux presses universitaires de Rennes est consacrée à la République de Weimar, donc la République allemande de Weimar, et aux relations de cette République avec le Vatican. Revenons au temps contemporain, Marie. Qui peut consulter les archives aujourd'hui du Vatican? Alors elles sont relativement ouvertes dans le sens où les conditions sont claires et établies pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être muni d'un diplôme. Ce diplôme-là, c'est le diplôme du master. Donc n'importe quelle personne qui a un diplôme de master qui lui donne une compétence pour accéder à des archives, donc essentiellement un diplôme en histoire, mais cela peut être en sciences politiques, en sociologie, en droit absolument. Une histoire de l'art aussi, par exemple, parce qu'il y a tout un fond assez important d'histoire de l'art, peut faire sa demande, et il y a assez peu de raisons pour qu'elle soit refusée. Il faut la motiver, tout simplement donner une raison valable pour venir consulter les archives. Depuis un peu plus d'1 an, cette demande se fait en ligne. On n'a pas besoin de se rendre au Vatican. On l'a fait en ligne. On y dépose des documents de type carte d'identité, copie du diplôme, et puis une lettre de recommandation si on n'a pas encore son doctorat. À partir de là, on se plie au règlement intérieur et donc aux horaires des archives, et on peut accéder sans souci. Les archives sont ouvertes de quand à quand dans l'année? Alors, donc les archives secrètes vaticales, pour reprendre toujours le principal centre qui regroupe pratiquement toutes les archives, elles sont ouvertes du 15 septembre au 30 juin. Pendant quelques années, elles n'ouvraient que le 1er octobre, et elles redeviennent ouvertes au 15 septembre, et elles sont ouvertes de 8h30 à 17h. Donc tout étudiant en master peut s'y rendre. Alors il faut qu'il ait terminé son master. Il faut qu'il ait terminé son master. Alors comment sont organisés les lieux? Au fond, c'est un lieu d'archivage classique. On parle d'un bunker. On a pour les fans de cinéma, on a tous l'image de rayonnage blindé avec derrière des vitres, des températures contrôlées. Tout cela existe ou c'est de la pure fiction? Alors il est vrai que après le terme d'archives secrètes vaticanes, le terme de bunker qui a été relayé et imagé, peut-on dire, par Dan Brown, ce sont les termes qui ont fait susciter pas mal de fantasmes. En réalité, le terme de bunker existe bel et bien, mais le bunker en tant que tel est un entrepôt.
bureau, tout simplement, qui se compose de centaines de rayons avec des cartons d'archives. Une petite partie est conservée dans une salle fermée avec une porte plus solide, blindée, pour des raisons de température, parce que ce sont les documents les plus fragiles, des parchemins, quelques papyrus, des documents avec des sceaux également, et qui nécessitent un entretien particulier. Il y a une politique de numérisation, de digitalisation ? Oui, depuis encore, on pourrait dire 2-3 ans, les archives secrètes vaticanes et d'autres centres d'archives du Vatican d'ailleurs ont très largement accéléré la digitalisation d'une part, et puis la mise en place de catalogues informatiques. Pendant longtemps, les catalogues étaient papier, et puis les archives que l'on donnait à voir étaient sous forme papier. Depuis quelques années, les catalogues sont automatisés, donc on y accède par les ordinateurs qui sont à disposition au sein des archives. On n'y accède pas encore depuis son ordinateur, ce qui permet d'aller un peu plus vite, de faire des recherches par mots-clés dans les différents index. Par exemple, si on cherche un document qui nous parle de tel ou tel personnage, de tel ou tel monseigneur pas très connu, en rentrant ce nom-là dans la base de données à laquelle on a accès, on peut retrouver des documents en allant beaucoup plus vite que si on devait passer en revue tous les instruments de travail qui nous sont mis à disposition. Dans un autre centre d'archives qui conserve un lien avec les archives secrètes vaticanes, les archives de l'ancienne congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, c'est-à-dire une sorte de dicaster qui correspond aux affaires étrangères, on va dire, à la diplomatie vaticane. Eh bien, dans ce centre d'archives-là, qui est en face des ASV, on commence à accéder directement, on accède au fond sur l'ordinateur de plus en plus. Une partie des fonds ont été digitalisés et on ne remet plus le volume papier, mais on le lit directement sur l'ordinateur, ce qui est personnellement moins agréable, mais qui permet, je crois, de prolonger, de faciliter la conservation de l'état du volume papier. Dans l'histoire, il y a eu des moments où on a voulu s'emparer des archives du Vatican ? Alors, s'emparer est peut-être exagéré, mais effectivement, encore quand on peut l'utiliser, il y a peut-être 2 moments en particulier. Il y a un premier moment, c'est en 1810. Napoléon a rapatrié les archives en France, et lorsque la France a dû les rendre quelques années plus tard, eh bien, une partie des fonds ont été perdus dans le transfert. Et d'une autre manière, il y a eu également une partie des fonds qui, effectivement, ont été pris en 1870. Lorsque l'État italien s'est constitué aux dépens du Saint-Siège, eh bien, une partie des fonds également ont été récupérés par ce nouvel État italien et aujourd'hui sont consultables dans un centre d'archives spécifique, l'Archivio di Stato à Rome. On retrouve des fonds assez anciens qui correspondent à la période du Moyen-Âge pour l'essentiel. Alors on imagine que l'ambiance y est très studieuse et pourtant il y a un lieu de sociabilité. Ce sera la dernière anecdote de cette émission. On en parlait avant de faire cette émission. C'est le bar des archives secrètes du Vatican. Effectivement, on en parle souvent parce que les chercheurs sont attachés à ce bar, à ce café qui se situe en réalité dans le jardin des archives du Vatican. Et donc c'est un bar qui fait le lien entre les archives et la librairie et la bibliothèque vaticane. Donc on retrouve des gens qui consultent les manuscrits à la bibliothèque et puis des gens qui consultent les archives. Et donc c'est un bar où les chercheurs se retrouvent, où les employés et archivistes du Vatican se retrouvent et qui permet de discuter, d'échanger aussi sur tel ou tel document. Et un certain nombre de projets de recherche collectifs, par exemple, ont pu naître dans ce bar. Donc en général, on y est assez affectionné à ce bar des archives. Et vous avez passé plus de temps au bar ou bien dans les archives? Il se trouve que, pour être honnête, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre l'existence de ce bar. Quand je suis arrivée, j'étais encore assez jeune et je voyais des gens sortir, mais je pensais qu'ils y allaient pour fumer, prendre une cigarette, passer un coup de téléphone, et je n'avais pas compris qu'il y avait un bar. Donc j'ai mis pratiquement une année à me rendre compte qu'il existait un bar des archives, et j'ai trouvé ça, ma foi, agréable d'en faire la découverte. Alors beaucoup de projets, vous avez dirigé avec notamment Laura Pettinaroli des colloques tout simplement sur les cardinaux, sur Pion, si mes souvenirs sont bons encore. Toutes ces publications sont disponibles à l'École française de Rome, École française de Rome que nous avons présentée à ce micro. Merci beaucoup.
Peut-être une remarque, en réalité, le colloque sur les cardinaux a vraiment été un colloque organisé par Laura Pettinaroli. Moi, je n'y ai fait que participer. Mais vous avez participé à de nombreux colloques. Voilà, rendons à César ce qui lui appartient. Je ne voudrais pas causer de problème. Merci beaucoup, Marie Levent, d'être venue à ce micro. Et comme nous l'avons dit, nous nous retrouverons avec Frédéric Lemoral pour présenter une émission consacrée à Pie XII, une émission qui sera enregistrée en partenariat avec la chaîne de télévision KTO. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Nos Mémoires.